Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Equinox ce soir sur Equinox Télévision. Des prisons camerounaises sont des lieux à haut risque au regard de la menace sanitaire que connaît notre pays depuis quelques semaines. Une menace menée par le Covid-19, le coronavirus, la surpopulation carcérale, la promiscuité constatée dans ces maisons d'arrêt pourrait donc se transformer en catastrophe si le virus venait donc à occuper ces espaces. Il y a quelques heures encore, la prison de Konegi à Yaoundé a été le théâtre d'un mouvement d'humeur. Selon notamment des sources, les détenus ont exprimé leur ras-le-bol suite au décès des 4 de leurs qui seraient donc morts des suites du Covid-19. Et si c'était vrai, la situation pourrait-elle être maîtrisée ou alors on parlerait de catastrophe? Ça reste là. Quelques questions. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le fait du jour, c'est dans un instant. Et avec nous ce soir pour cette édition, Dr Tapa Roger, bonsoir. Bonsoir Flavien et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes médecin de santé publique, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Et voilà, vous ne serez pas seul, vous serez avec notamment Maître Biton, qui est donc ancien magistrat, aujourd'hui avocat. Avec lui, nous allons parler également de la surpopulation carcérale, également de ce Covid-19. Vous qui êtes médecin, pour savoir si la situation, si le virus venait donc à s'installer dans ces maisons d'arrêt, on parlerait certainement de catastrophe aujourd'hui. Et puis à l'étranger, nous aurons également le professeur Philomène qui est donc avec nous, Philomène Guemo qui est avec nous. Il est enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université de Cologne en Allemagne, spécialiste en cellules souches et bien sûr initiateur de plusieurs agréments de coopération interuniversitaire à Tian par exemple et bien entendu avec l'université de Cologne aussi. Il est avec nous ce soir également dans cette édition pour commenter cette actualité. Alors Dr Tapa, on parle de ce fait-là, ce qui s'est déroulé à la prison de Konegi à Yaoundé, des détenus qui sont fâchés à la suite de 4 décès de leurs qui seraient décédés des suites du Covid-19. Oh oui, Flavien, il faut déjà noter qu'il y a un petit recul qu'il faut avoir parce que, évidemment, tous les décès pendant cette période ne doivent pas automatiquement être attribués au Covid-19. Il faut faire attention et faire la part des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut noter que c'est un milieu quand même particulier. Vous vous rappelez, quand on parle des épidémies, on parle de l'environnement. C'est un environnement particulier parce qu'il accueille beaucoup de personnes dans un endroit pas très aéré. Et ça, c'est un milieu à risque d'emblée. La promiscuité, c'est un milieu à risque pendant les épidémies. Il va sans dire. Et ici, il faut immédiatement voir le danger et prendre des mesures assez tôt pour éviter que ça se confirme. Parce que le danger, lui, il est là de par même le nombre de personnes qui partagent le même milieu et les conditions hygiéniques qui accompagnent la promiscuité. On a franchi la barre de 900 cas confirmés au Cameroun. Ça devient davantage difficile pour les populations d'accepter ça. Et alors que nous sommes arrivés à la phase obligatoire du port du masque, c'est donc un autre pan aussi. C'est une autre étape de ce combat qui a commencé. Oui, c'est une autre étape. Et ce qu'il faut aussi également retenir, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est un phénomène qui a une évolution comme les autres. C'est-à-dire que ça va commencer, ça va grandir, ça va atteindre un pic et ça va redescendre. Tous les phénomènes sociaux ont été comme ça depuis l'existence des temps. Maintenant, il faut comprendre également que plus les mesures sont accentuées, moins on a la chance de laisser progresser l'épidémie. Néanmoins, je crois qu'on ne devrait pas trop s'alarmer par rapport à l'évolution, parce que, comme je dis, chaque épidémie a sa courbe. Chaque épidémie a sa courbe, ça monte, ça plafonne et ça redescend. Le problème, en ce moment, est-ce qu'on est au plafond? Est-ce qu'on est déjà en train de descendre?
le nombre de cas nous dit non, on est encore en train de monter. Il faut faire attention, il faut redoubler les mesures et être prêt à réagir si ça persistait plus longtemps. D'accord. Allons-y en Allemagne, retrouver professeur Philomen Nguemo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur Nguemo. Vous êtes avec nous. Vous êtes en Allemagne, vous êtes camerounais. Oui, je suis avec vous. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir. Vous avez suivi la thématique de ce soir. Il s'agit notamment du Covid-19 et les prisons. Comment éviter la catastrophe? Le professeur est avec nous. En attendant d'avoir la bonne connexion, on sait quand même que ça reste un vrai problème au niveau des maisons d'arrêt. Oui, professeur? Professeur est là? D'accord. Vous allez, en tout cas, on va améliorer tout cela de l'autre côté. On parlait justement de cette ambiance dans des maisons d'arrêt avec la promiscuité. On a évoqué le cas et vous avez parlé de l'environnement qui est propice, qui peut favoriser la propagation de la maladie. Tout à fait. Dans le cas où le virus se trouvait donc un lieu d'habitation. Tout à fait. Oui. Il est évident que dans tous les milieux, toutes les épidémies grandissent dans les milieux où il y a le nombre. Ça, il faut déjà se le dire. Et parce que le nombre apporte un autre problème sérieux, c'est celui des mesures d'hygiène qui ne sont pas toujours favorables pour la propagation d'une épidémie. Donc, ça, c'est le moment le plus important de chercher les voies et moyens pour limiter la propagation. Soit provisoirement séparer les gens, soit trouver un autre moyen pour décanter le milieu, mais ça c'est obligatoire. Si on veut vraiment éviter que les choses prennent une certaine allure, on est obligé de réduire le nombre de personnes dans l'espace. Comment? Il y a quelques jours, dans le Mungo par exemple, il y a une prison où on a pu détecter quelques cas et on a mis en quarantaine, je veux dire en isolement, ces encadreurs, les encadreurs de cette maison d'arrêt. C'est dit qu'après le Mungo, c'est le centre avec Kondengui, même si aujourd'hui les prisonniers, les détenus de cette maison d'arrêt estiment que c'est toujours le Covid qui est arrivé à tuer les leurs. Oui, il faut éviter le phénomène de mode. C'est vrai, on est en cas d'épidémie, mais il faut éviter le phénomène des modes qui laisse croire que tout ce qui va se passer dans les prisons en ce moment, c'est dû au Covid ou bien nécessairement c'est le Covid. Il faut faire en sorte que les choses soient clarifiées sur le plan diagnostique de façon assez propre pour savoir l'ennemi, qu'est-ce qu'on est en train de combattre. Parce que l'erreur, c'est de ne pas confondre l'ennemi et se retrouver en proie à d'autres considérations. Et puis, maintenant, il faut faire attention au fait que parce que ça a pris une prison, ça peut prendre nécessairement une autre. Pas toujours. Les épidémies, c'est pas comme ça. Les autres milieux, ça peut ne pas arriver. Mais on ne va pas attendre que ça arrive ou bien commencer à prendre les mesures quand ça arrive. Il faut commencer les mesures à partir de ce qui se passe déjà et prendre ces mesures pour éviter déjà que ça arrive et puis comment réagir si ça arrivait. C'est ça le problème en ce moment. Donc, on ne peut pas dire que parce que c'était en Konsamba, maintenant c'est à Kondengui, peut-être c'est Bafoussam la prochaine. Non, c'est trop de conclusions qui ne sont pas logiques. Le virus n'est pas aussi intelligent qu'on le pense. Je suis désolé de le dire. Est-ce que le virus cible une seule personne? Le virus cible tout le monde? Non, le virus en fait cible les milieux, ne cible pas. Le virus tombe dans un milieu. Oui. Vous avez vu les cas, c'est les gens qui voyageaient, ils partent d'un milieu à l'autre. Ceux qui, dans le milieu où il est arrivé, n'avaient jamais cherché le virus. Le virus n'avait jamais programmé faire un voyage dans ces milieux. Le virus arrive de façon accidentelle dans tous les milieux. Donc, il faut des vecteurs. Voilà, il faut des vecteurs. Encore que, comme on l'a dit souvent, c'est une particule inerte. Il faut un vecteur pour l'amener dans un milieu particulier. Et quand il arrive dans le milieu, sa propagation et sa résistance va dépendre de l'ambiance hygiénique, des contacts, du nombre de personnes et tout ça dans le milieu. D'accord. Et Maître Bitton nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes ancien magistrat, aujourd'hui avocat au barreau du Cameroun. Oui. Nous parlons justement des prisons, on parle du Covid-19 et les prisons, et comment éviter des catastrophes. Bon, Valérie, avant de répondre à votre question, il faut que je vous salue d'abord. Je salue mon co-panéliste et je salue tous nos millions de téléspectateurs de par le monde entier. Je voudrais dire mes condoléances, n'est-ce pas, à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un des suites de ce coronavirus, n'est-ce pas, qui agit et qui attaque aveuglement, n'est-ce pas, et partout. N'épargne ni les puissants, ni les riches, ni les pauvres. Et enfin, n'est-ce pas, c'est tout le monde qui passe à sa trappe. Bon, s'agissant des prisons, je crois que je suis mieux placé pour parler des prisons, puisque dans ma carrière, j'ai été au parquet, et généralement, c'est les parquetiers qui contrôlent les prisons, et qui vont voir ce qui se passe en prison. Je crois que, en réalité, nos prisons sont surabondamment peuplées, n'est-ce pas, et par les condamnés et par les prévenus. J'entends par prévenus ceux-là qui attendent d'être jugés. Je crois que on ferait mieux, n'est-ce pas, de voir parmi les prévenus, n'est-ce pas, quels sont, enfin, surtout privilégier, n'est-ce pas, l'élargissement des prévenus, surtout ceux qui ont fait, n'est-ce pas, des délits assez négligeables. Hein, parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. Il y a des criminels là-dedans, il y a des violeurs là-dedans, il y a pas mal de... Mais je crois qu'on ferait mieux pour essayer de décongestionner, parce que à ce qui me semble, n'est-ce pas, comme le docteur vous l'a dit tout à l'heure. Le docteur Tapa-Roger. Oui, le docteur Tapa-Roger, merci pour le nom. C'est un virus qui s'entretient par la promiscuité. Et quand il y a une grande promiscuité, n'est-ce pas, un seul contact est suffisant pour que, n'est-ce pas, toute la population soit contaminée. Donc nous savons... Et l'environnement de nos prisons est vraiment est propice à la promiscuité, parce que parfois vous trouvez 10 détenus par cellule, parfois un peu plus, hein, pour une cellule de parfois 3 mètres sur 2 ou 2 mètres sur 2. Et donc je crois qu'il faudrait voir ce problème comme d'autres, n'est-ce pas, ont essayé de résoudre ce problème-là, parce que vous avez suivi l'élargissement momentané de l'ex-président du Tchad, Hissène Habré. Bon, vu son âge, sa condition physique affaiblie, je crois que voilà ce genre de terrain que le virus se cherche, n'est-ce pas, pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir grandir et s'épanouir aussi. Alors, je voudrais qu'on aille en Allemagne cette fois, retrouver professeur Philomène Nguemo. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous, étudiants. Oui. Alors, le thème, vous l'avez lu, on parle du Covid-19 et prison. Comment éviter la catastrophe, mais déjà, dites-nous comment vous gérez la crise sanitaire de votre côté, en Allemagne, bien sûr. Oui, merci bien pour la question. Bon, il est vrai, c'est la même chose partout. Bien sûr, l'approche pour gérer est différente. Mais tout d'abord, tout le monde sait ce que ça cause actuellement, pas seulement du côté de stress personnel, mais aussi dans l'ensemble de toutes, n'est-ce pas, toutes les communautés. Donc là, en Allemagne particulièrement, ce sont les pays, n'est-ce pas, qui se préparent bien avant, qui exercent, comment dirais-je, qui de temps en temps
font des stimulations sur ce genre de choses, si ça peut arriver ou pas. Si vous avez vu des films qui les gens, disons, ont été déjà montrés, ont été déjà tournés pour stimuler ce genre d'événements. Donc, ce n'est pas seulement les films, il y a les pays développés comme l'Allemagne qui, n'est-ce pas, prennent cela très au sérieux. Et pour revenir exactement à la question, c'est très simple. Nous, on est du domaine, on est à la faculté de médecine, on a une clinique, on a les patients. Actuellement, nous avons 21 patients, dont 13 sur l'assistance. Donc, le stress est le même partout, mais l'approche est juste différente. Je rappelle que vous êtes spécialiste, en tout cas, en cellules souches. Ça veut dire quoi? Ouais, vous savez, les cellules souches, c'est la base de tout. Notre corps est constitué de milliards de cellules. Et pour en arriver à des milliards de cellules, c'est juste une première cellule qui commence à se diviser et donne toutes ces cellules-là qui sont dans notre corps et qui forment les différents organes tels que le cœur, les poumons et ainsi de suite. Et nous, en manipulant une cellule souche au laboratoire, par exemple ici chez nous, on peut produire des cellules qui ressemblent exactement aux cellules du cœur, c'est-à-dire les cellules qui sont en train de battre, mais cette fois-ci au laboratoire. Donc les cellules souches, c'est une cellule qui peut donner toutes les cellules que nous avons dans notre corps. Et effectivement, il y a eu débat, les gens se disent peut-être le virus Covid-19 a été manipulé au laboratoire. Avec raison pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des cellules souches, parce qu'à partir des cellules souches, comme je vous l'ai dit, on peut fabriquer tous les organes au laboratoire. Voilà, donc c'est en lien avec le Covid-19. Vous en savez quelque chose? C'est parti d'un laboratoire pour commencer à détruire la population aujourd'hui? Oui, si je vous ai bien suivi, ce n'est pas exclu que ça soit une manipulation qui, n'est-ce pas, a échappé au niveau du laboratoire, au contrôle, n'est-ce pas, de l'humain. Vous savez, les cellules, ce sont les virus. On manipule le matériel génétique. Pour que les gens puissent facilement comprendre le matériel génétique, c'est que chaque individu, que nous sommes à son, je peux dire, un livre. Et ce livre défini est spécifique à chaque personne. Et dans ce livre, ce sont des écritures, et ces écritures caractérisent les caractéristiques de chaque individu. Donc, il y a les avantages, peut avoir des avantages plus intellectuels, moins intellectuels. Ce sont les caractéristiques individuelles, n'est-ce pas, que porte cette information génétique que nous portons en nous. Donc, en manipulant, la science d'aujourd'hui a montré qu'on peut manipuler, n'est-ce pas, l'ADN, ce livre-là, on peut manipuler les écritures, changer, n'est-ce pas, la position des lettres et avoir une autre façon de lire la chose. Tout simple, expliquer brièvement et simplement de cette façon-là. Donc, si je prends Covid-19, qui est un virus dont je retire le matériel génétique, n'est-ce pas, je peux manipuler le matériel génétique au laboratoire, retirer le gène et changer la position des gènes qui, naturellement, à un moment donné, peut donner un autre truc que moi, je ne m'attendais pas. Donc, ce n'est pas exclu, ou bien ce n'est pas exclu que ça soit un truc qui vient de labo, mais comme je dis, ça peut aussi provenir de façon naturelle, parce que vous voyez, avec les changements climatiques aujourd'hui, tout est possible avec la mutation des gènes, avec le changement des gènes. Alors, vous êtes Camerounais, vous êtes en Allemagne, mais vous connaissez quand même les réalités de notre pays. Il y a des maisons d'arrêt, je veux parler des prisons. Dans ces prisons, il y a ce qu'on a souvent décrié, c'est-à-dire la promiscuité, la surpopulation carcérale. Tous ces éléments peuvent contribuer à favoriser la propagation du virus si jamais ils trouvaient une porte d'entrée. Ouais. Allô? Très bien. Oui, effectivement, si je vous ai suivi. Oui, allez-y. Oui, si je vous ai suivi, c'est que les conditions
les conditions carcérales au Cameroun peuvent, n'est-ce pas, si je vous ai bien suivi, n'est-ce pas, aider ou bien contribuer à l'expansion du virus, naturellement, oui, même ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, c'est presque la plupart des pays. Même ici en Europe, les prisons sont surpeuplées. En France, si je prends l'exemple, on est à 115%. Dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on est dans les 130, 130%. Bon, je ne connais pas exactement le chiffre au Cameroun. Bon, c'est pour dire quoi? Dès qu'un virus, c'est quoi? C'est un truc qui part de personne à personne. Et si on a mis les distances entre les personnes, c'est que si on ne respecte pas ces distances, n'est-ce pas, la contamination, celui qui porte le gène doit passer au prochain. Si dans une prison où on est supposé être à 3, on se retrouve à 10, là, et si le virus se retrouve dans ces conditions, bon, là, ça va partir comme une flèche. Donc, c'est malheureusement ce qu'on devait normalement faire dès le départ, quand la situation a commencé, c'est d'abord, n'est-ce pas, de dire, oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, prévenir la meilleure, décongeler, n'est-ce pas, décongestionner, je voulais dire, les espaces pénitentiaires, quitte à ce que, bon, ou bien fermer complètement l'espace pour qu'il n'y a plus d'entrée ni de sortie, et pour mieux contrôler ceux qui sont à l'intérieur et les distribuer d'une façon ou d'une autre, ou bien les faire sortir. Alors, Maître Bitton, vous avez suivi le professeur qui estime qu'on devrait fermer les prisons, c'est-à-dire éviter les entrées et les sorties, ou alors les filtrer davantage pour éviter qu'il y ait une sorte de pénétration du virus dans ces milieux. Bon, moi je crois que chacun y va de sa proposition, hein, mais disons que chaque milieu a sa réalité. C'est au cas par cas qu'il faudrait étudier ces problèmes-là. Moi, je dis, bon, nous avons plusieurs sortes de prisons au Cameroun. Il y a les prisons centrales, il y a les prisons principales, il y a les prisons secondaires. Je crois qu'il y a des prisons où il y a moins de population. On devrait faire une sorte de transfèrement pour qu'il y ait moins de population entassée dans le même lieu, pour éviter justement de favoriser la propagation du virus Covid-19. Mais je crois que en attendant qu'on construise des grandes prisons, n'est-ce pas, qui répondent aux normes, je crois qu'on peut étudier ces dossiers comme cela. Et comme je disais tout à l'heure, il y a par exemple des gens qui ont purgé des peines peut-être de 2 ans, il leur reste 6 mois. On pouvait faire tout pour... parce que ce n'est pas les 6 mois qui feront qu'ils seront resocialisés ou non. S'ils doivent être resocialisés, c'est déjà suffisant. Moi, je crois que ces gens-là, on devrait les élargir. Ceux à qui il reste, par exemple, 3 mois pour des peines mineures, on devrait faire la même chose. Faire ainsi des tri. Voilà, pour décongestionner les prisons. Et essayer d'étaler, n'est-ce pas, à travers le pays, n'est-ce pas, ces prisonniers, surtout ceux qui ne sont pas dangereux, parce qu'il y a là-dedans des prisonniers dangereux, et parfois des condamnés à mort, ou d'autres des condamnés à des lourdes peines, des grands bandits. Bon, il faudrait étudier, n'est-ce pas, vraiment que le ministère de la Justice et surtout le ministre chargé des prisons et son staff devraient s'asseoir pour étudier tous ces cas et essayer de diluer, n'est-ce pas, cette population pour qu'on n'assiste pas à cette promiscuité, à cette surpopulation qui risque plutôt de nous coûter plus cher, parce que lorsqu'on perd un homme, même s'il est un prisonnier, c'est un homme. Il faudrait donc essayer de voir de ce côté-là. Alors, Dr Tapa, le virus ne peut entrer que si des gens qui sont de l'extérieur vont vers l'intérieur. Ou alors, parce que ça ne peut pas être le contraire. C'est pas nécessairement ça. Vous savez, quand on parle d'une épidémie,
ce serait trop hasardeux de croire qu'il y a un seul moyen de contamination. Assurer avec certitude que c'est venu de l'extérieur ou de l'intérieur. Quand vous voyez nos prisons, ce n'est pas un milieu clos. C'est pas un milieu clos. Donc, vous comprenez que même par une particule, ça peut être transporté par le vent. Ça, vous ne pouvez pas exclure ça. Et quand une particule peut être transportée par le vent et atterrir en prison, ça, c'est pas exclu. Quand on connaît nos prisons, c'est pas des milieux fermés, c'est pas des milieux à huis clos où rien ne peut aller. Donc, ce serait hasardeux de croire que ça vient nécessairement de l'extérieur. Soit, le milieu carcéral est un milieu particulier, parce que c'est un milieu où l'immunité est particulièrement désastreuse. Parce que ça, il y a un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. La nutrition et les conditions de vie en prison font des personnes à risque. C'est une population des gens qu'on appelle les immunodéprimés. Et ça les rend plus fragiles et plus aptes à faire certaines maladies que toutes les personnes ordinaires qui bénéficient d'une alimentation plus équilibrée et des conditions de vie plus décentes. Ceci dit, il faut plutôt s'atteler à voir comment permettre à ces gens que le virus sorte de l'intérieur ou de l'extérieur, de limiter cette propagation au maximum. Et quand vous voyez le virus, par exemple, on vous dit que c'est dans les gouttelettes d'éternuement, dans la salive, quand vous toussez, ainsi de suite. Si vous toussez dans un environnement où il y a 2 personnes, vous avez la chance peut-être de contaminer 2. Mais dans un environnement où il y a 10, 20 personnes, vous avez la chance d'en contaminer autant que vous répandez ces gouttelettes dans le milieu. C'est ça qui fait la particularité du milieu carcéral. Ils sont abondants, ils sont amassés au même endroit. Donc, pour un éternuement, ce n'est pas une seule personne qui prend, par exemple, les gouttelettes. C'est 10, voire plus. Et ça, les chances sont plus grandes pour que la maladie se répande dans ces conditions. Maintenant, il faut réfléchir rapidement. Il y a un aspect quand même. Je réponds là en tant que médecin. En situation de stress, le corps humain a une façon de réagir. Vous savez, dans le cerveau, il y a la partie corticale, il y a la partie de la mémoire. La partie corticale, c'est quelqu'un qui agit constamment, qui réfléchit, mais en cas de stress, quand la voiture menace de vous cogner, ce n'est plus la partie de mémoire qui réfléchit. Il y a un réflexe en quelques fractions de secondes qui bloque la partie corticale qui réfléchit. Donc, à partir de ce moment, le seul réflexe, c'est peut-être fuir, c'est trembler, et du coup, il y a un mécanisme qui se déclenche dans l'organisme pour vous adapter à tout cet état qu'on appelle le stress. Une épidémie, c'est un état de stress. Et il n'y a pas le temps pour réfléchir, il n'y a pas le temps pour lire les lois, il n'y a pas le temps pour... On regarde ce qui peut être utile à l'heure pour limiter le nombre de cas et le nombre de morts. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas des jours pour réfléchir qu'il faut décanter les prisons. Et là, on commence par les moyens dont on dispose, à savoir, par exemple, comme dit le magistrat, regarder les cas qui sont à terme, regarder les gens qui sont en attente d'être jugés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le problème ici, c'est réagir par rapport à ces nombres. Et réagir vite. Et réagir vite. Ici, on ne réfléchit plus. Il s'agit de réagir et d'agir même, en fait, je dirais même agir, parce que c'est l'action, c'est de l'action dont on a besoin ici. Les spéculations n'ont pas leur place en cas d'épidémie. C'est une situation qui vient sans vous annoncer, c'est une situation qui se développe sans vous demander, et il faudra réagir le plus rapidement pour lui donner une autre vitesse de progression. Oui, mais Maître Martin Bitton, on a quand même parlé, il y a un moment, de l'humanisation des prisons au Cameroun. Oui. Mais qu'est-ce qu'il en est jusqu'ici? Bon, vous savez que tout cela demande des moyens et il faut également la volonté politique. On peut parler de l'humanisation des prisons sans avoir prévu des moyens, sans avoir prévu des cellules pour pouvoir réfléchir sur cela. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit parce que nous sommes tous d'accord que les prisonniers sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos pères, nos mères, enfin, nos ils amis. sont, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer dans la société. Donc, en réalité, on ne devrait pas les confiner là-bas comme des bêtes ou comme des animaux. Et ils ne sont pas loin de vivre
cet état-là, c'est-à-dire qu'ils vivent pratiquement comme des animaux. Et quand on parle des droits humains, je crois que on n'a pas besoin de multiplier les mots humanisation, machin et tout. Non, il faudrait qu'on se rende compte que nous avons nos semblables qui sont en train de souffrir, qui peut-être méritent d'être là-bas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faille les oublier. Et en réalité même, quand je vois les municipalités réagir, on devrait commencer par les prisons et distribuer les masques, parce que c'est des gens qui n'ont pas parfois 100 francs dans la journée, 200. Et comment acheter un masque de 500 francs? Maintenant, on vous dit que celui qui n'a pas de masque, on va l'amender à 6 000 francs. Mais je crois que là, on marche un peu par la tête. On va amender quelqu'un qui est en prison aussi. Voilà. Pas de masque. Mais j'ai suivi ça quelque part. Donc, vous comprenez que vraiment, nous ne sommes plus, comme disait Dr Tapa, à l'heure où il faille réfléchir. Parce qu'en situation de stress, c'est une situation brusque et vous devez réagir et agir vite. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, trouver des solutions d'abord pour des gens démunis comme les prisonniers, pour des gens démunis comme les vieillards, les handicapés et tout. Bon, mais notre société n'a pas l'air de voir tout ça globalement. On voit simplement que, bon, ici, on va faire donner ceci, c'est à grand renfort de publicité, avec la médiatisation et tout. Moi, je vois que les hommes politiques cherchent toujours à se blanchir, à monter leur bon côté. Mais ici, il est question vraiment de voir quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables. Alors, vous estimez que leurs actions devraient aller à l'endroit d'abord des prisons. Voilà, parce que comme le docteur a dit, c'est un vase clos. Ce n'est peut-être pas hermétique, mais là, les mouvements ne sont pas faciles comme avant ailleurs. Avant le Covid-19, quand même, vous qui aviez fréquenté ces milieux, et vous continuez d'ailleurs de les fréquenter aussi, puisque vous êtes avocat. Tout à fait, je vais voir les clients. Il y a eu, avant le Covid-19, il y a eu la tuberculose dans ces maisons d'arrêt. Comment est-ce que ça a été géré? Mais justement, parce qu'on ne parle plus assez de tuberculose dans ces maisons d'arrêt. Bon, mais disons que, vous savez, Dieu pense à tout le monde. Dieu a pensé sûrement aux prisonniers, mais on ne peut pas dire que ça a été géré de manière scientifique et de manière voulue par les hommes. Bon, il n'y a pas que la tuberculose, il y a ce qu'on appelle la guitare, c'est-à-dire un genre de gale qui, n'est-ce pas, vous envahit tous les membres et tout, mais vous ressemblez à un animal avec ça. Il y a beaucoup de contagions en prison. La diarrhée. Il y a la diarrhée, il y a des tas de... Donc, moi je dis, notre société a du pain sur la planche. Et je crois que le Covid-19 est venu mettre à nu tout cela. Il faudrait maintenant que les gens se ressaisissent et très rapidement, j'ai suivi, n'est-ce pas, certains hommes politiques ou certains partis politiques qui perdent le temps, n'est-ce pas, à faire encore des critiques alors que nous avons un ennemi commun. Je crois qu'on devrait laisser d'abord taire nos querelles, n'est-ce pas, partisanes et autres, et voir que nous sommes en danger. Nous qui sommes libres avec des moyens, mais encore plus ceux-là qui sont vulnérables, tels que les prisonniers, tels que les vieillards, tels que les handicapés. Il faudrait faire quelque chose pour que nous combattions cet ennemi commun qui est aveugle et qui frappe fort. Alors, dans ces maisons d'arrêt, Dr Tapa, on trouve toutes les catégories de personnes, des enfants, des adolescents et même des vieillards, et ainsi de suite. Alors, c'est l'ambiance qui règne, l'environnement qui n'est pas aussi un environnement qui favorise la propreté, qui
facilite clairement ce qu'on peut observer aujourd'hui. On a parlé avant le Covid-19, il y a eu la gale, comme Maître Bitton a évoqué. Il y a également la tuberculose. Ces maladies sont restées et beaucoup sont partis en même temps. Oui, le problème, c'est les épidémies. Ça veut dire qu'il y a quand même eu une méthode pour endiguer certaines de ces pathologies. Oui, on peut dire ainsi, mais il faut le reconnaître. J'ai eu le privilège, pendant mes premières années de fonction au Cameroun, de suivre les prisons. J'étais le médecin en Fou et j'ai suivi la prison de Fou, qui a cette particularité d'être une prison de femmes. J'ai suivi pendant là-bas et après j'étais au service provincial du centre où j'ai suivi quand même les prisonniers en Kondengui pendant les épidémies. C'est un milieu, il faut bien le comprendre. Là où les gens se regroupent, on ne peut pas manquer des petites épidémies qui viennent et repartent. Le problème, c'est que les solutions ne doivent pas être toujours ponctuelles. Ça ne doit pas être toujours des solutions liées il y a une diarrhée en prison qui sévit en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien il y a la gale qui est en train de bouffer les prisonniers, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est un problème de fond. Pourquoi décanter, comment je peux dire ça? Et si tu voulais élargir les prisons, c'est un problème. Si le nombre de prisonniers grandit, ça apporte des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé sont inévitables. Tant qu'on fait semblant d'aller et revenir une épidémie après l'autre, ce ne sera jamais une solution. Donc, il est question aujourd'hui de trouver les voies et moyens de rendre les milieux carcéraux moins promiscuiteux comme on les connaît aujourd'hui. Et ça, ce n'est possible que si on diminue de façon drastique le nombre de prisonniers, soit on trouve d'autres milieux pour transférer certains prisonniers dans ces milieux. D'accord. Alors, on va aller en Allemagne pour quelques secondes encore avant le journal. Professeur Nguemo, vous avez écouté les uns les autres sur ce plateau, parlant notamment de l'environnement qui est aujourd'hui propice à la propagation du virus, dans le cas où il trouverait la possibilité d'y pénétrer. Donc, c'est un véritable problème. Il y a quand même des propositions à faire, des propositions importantes. On a dit les autres intervenants, c'est la même chose qu'on dit toujours. La première des choses, c'est d'abord, n'est-ce pas, de libérer l'espace, c'est-à-dire diminuer le nombre de prisonniers dans les prisons. Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours partout en Afrique, c'est presque la même chose, même ici. Donc il faut d'abord, la première des choses, vous avez compris, dans presque la plupart des pays, on a libéré l'espace, diminuer le nombre de prisonniers. Et puis, essayer de confiner, séparer, faire les choses très normales, c'est-à-dire séparer les visiteurs, les infirmiers, les gardes prisonniers, c'est-à-dire faire des contrôles vraiment permanents, même si on diminue le nombre de prisonniers et qu'il y a des va-et-vient entre les infirmiers, les gardes prisonniers, le personnel pénitentiaire. Ce sont ceux qui entrent, qui sortent et ils peuvent facilement, n'est-ce pas, transmettre ou bien porter le virus à l'intérieur des prisons. Et j'ai suivi tout à l'heure, comme je disais, l'intervenant, le docteur Tsakar, si je ne me trompe pas, qui parlait du stress. Le stress, en fait, c'est ça qui domine, qui fait même propager plus, n'est-ce pas, le virus à l'intérieur des prisons. Parce que quand quelqu'un est stressé, le système de défense immunitaire est complètement affaibli. Et associé à ça, la nourriture, la qualité de la nourriture consommée, l'environnement dans lequel on vit comme les autres, tout ça, ça augmente, n'est-ce pas, la propagation et puis ça expose les prisonniers, n'est-ce pas, à l'attaque virale plus que celui qui est, n'est-ce pas, dans un autre milieu externe qui n'est pas le milieu de la prison. Donc, il y a des propositions à faire. Première des choses, c'est d'abord diminuer le nombre de prisonniers. Les gens ont dit, c'est clair. Et puis la deuxième chose, c'est, n'est-ce pas, les méthodes préventives qui sont en train d'être des recommandations, laver les mains, porter le masque pour tous les prisonniers et éviter que les prisonniers quittent d'un quartier à l'autre et contrôler le personnel pénitentiaire aussi, les infirmiers aussi inclus.
Très bien, je vous laisse le soin de suivre le journal puisqu'il intervient dans quelques minutes. Professeur Philomène Nguemo, vous êtes en Allemagne, vous êtes enseignant de médecine à l'université de Cologne, donc en Allemagne, on l'a dit, et vous allez nous retrouver tout à l'heure avant la fin de cette émission, c'est-à-dire en deuxième partie du journal. Nous allons marquer une pause, question d'attendre le 20h sur Equinox, et juste après, nous aurons à faire le débrief. La deuxième partie, c'est avec toujours nos deux invités sur ce plateau, Dr Tapin Roger et bien entendu Maître Biton Martin, ancien magistrat et aujourd'hui avocat au barreau du Cameroun. Y aurait-il un point sur l'actualité qui vous aura marqué dans ce journal, dans ce 21 d'Equinox? Évidemment, Flavien Ndongo, c'est la triste nouvelle de votre collègue Florazé, qui était très sympathique et qui malheureusement disparaît à la fleur de l'âge. Je crois que l'émotion nous tenaille tous. Bon, je ne dirai pas plus. Difficile justement de pouvoir... celle qui a travaillé avec nous hier matin et qui en soirée apprend qu'elle a disparu. Vous l'avez vu dans les couloirs, puisque vous êtes venu à Equinox plusieurs fois. Tout à fait. C'est avec beaucoup de remords qu'on apprend une nouvelle comme ça, surtout à ce jeune âge. Et c'est vrai, ça fait très mal. Et on est vraiment en ce moment hors des mots pour qualifier ce qui se passe. Comme je dis, je suis encore surpris. Je n'arrive même pas à croire que c'est vrai ce qu'on a dit. Et vraiment que, comme on dit, qu'elle repose en paix. Elle nous dévance tout simplement et beaucoup de courage à la famille et aux collègues qui spontanément se retrouvent comme des orphelins de leurs collègues. Professeur Philomène Nguemo, vous êtes toujours avec nous, vous êtes en Allemagne, médecin camerounais. Alors, vous avez suivi l'actualité, le 21 sur Equinox. Y a-t-il un point qui a retenu votre attention aujourd'hui? Professeur, vous êtes toujours avec nous, ça, on le constate. En attendant d'avoir le professeur, on sait quand même qu'il y a aujourd'hui dans le journal également ce soir la Commission nationale des droits de l'homme qui exige la libération de certains détenus. On a suivi Maître Biton. C'est à la suite de ce que nous évoquons comme sujet ce soir, parlant des prisons, du Covid-19 et les prisons, comment éviter la catastrophe. Oui, je crois que c'est sûrement à la suite, n'est-ce pas, de tout ce qui se dit, n'est-ce pas, sur les plateaux et tout ce qui se vit. Je crois que... Vous permettez, nous allons en Allemagne prendre le professeur qui est déjà avec nous. Professeur Nguemo, vous êtes avec nous, vous avez suivi l'actualité. Quel est le point qui vous a, le fait qui vous a marqué? Ouais, je disais tout à l'heure, malheureusement, c'est un point négatif. En suivant le décès de notre collègue, c'est toujours avec de tristesse qu'on apprend la disparition d'un être humain. Je partage la douleur. Et je tiens à exprimer toutes mes condoléances à ma famille et aux amis. Bon, malheureusement, qu'est-ce qu'on va dire? Le Seigneur nous a la donnée et puis elle est repartie. On ne peut que souhaiter repos à son âme. Ce qui concerne le journal, bon, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, tout tourne autour du masque et puis il y a des choses à préciser. Comme hier, vous l'avez déjà assez dit dans au journal où les téléspectateurs, les invités, vous en avez discuté. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être encore dites et corrigées puisque il y a
toujours les citoyens, nos compatriotes qui ne savent pas vraiment, qui n'ont pas encore compris l'importance de porter le masque. Donc, il faut vraiment qu'on y mette des points et puis je crois que c'est ça le plus important. D'accord. Le professeur insiste sur le port du masque, et qui est d'ailleurs désormais obligatoire au Cameroun, sur l'ensemble du territoire national, on l'a dit, même si certaines régions, quand même, restent en marge de ce port obligatoire du masque, parlant des régions anglophones, régions en crise. Oui, bon, la situation dans le Nozo est particulière, parce que nous savons que pas grand-chose a changé de ce côté-là. Il y a toujours la violence de part et d'autre. Et je crois que nos compatriotes, surtout, n'est-ce pas, de la rébellion, n'ont pas compris qu'il fallait mener la guerre contre cet ennemi commun qui est dévastateur, à savoir le Covid-19. Parce que je crois que si un temps soit peu, ils étaient conscients, s'ils étaient humains, ils comprendraient que maintenant, on devrait faire la bataille contre ce Covid-19 qui décime tout le monde, qui décime et les militaires et les rebelles et tout le monde. Bon, mais comment aller distribuer les masques et le savon et tout ce que vous voulez dans de telles régions? Je crois que c'est tout comme on a parlé de la reconstruction de ces zones en pleine guerre, lorsqu'il y a encore les armes qui crépitent. Moi, je crois que c'est, on dirait, un film de science-fiction. Docteur Tapa, on reste dans la même logique, c'est-à-dire trouver des solutions à cette crise sanitaire qui secoue non seulement le Cameroun, mais le monde entier depuis quelque temps. Mais seulement chez nous, il y a quand même des foyers que l'on devrait protéger. Je veux dire, des prisons, des orphelinats et autres, où se trouve une forte concentration de personnes. Oui, le problème, on ne peut pas parler de cette épidémie au Cameroun sans mentionner quand même un phénomène assez choquant. C'est la lenteur dans la prise des mesures salvatrices. Et ces lenteurs, on parle des prisons aujourd'hui. Vous imaginez que la crise dure des mois déjà. Dans la prison, on parle de masques aujourd'hui. On n'a pas distribué les masques aux prisonniers. Ça, c'est quelque chose qui aurait être fait les premiers jours de la crise. Parce qu'on ne limite pas l'épidémie avec les discours, on limite l'épidémie avec des actes. Donc il faut remarquer quand même qu'il y a beaucoup de bavardage, mais il y a très peu d'actions qui sont posées. On parle des prisons aujourd'hui, il y a longtemps, il y a des mois, que le port de masque serait courant en prison si on avait tenu vraiment à faire attention à ce qui se passe. Autre chose, on parle de décanter la population carcérale. C'est quand même assez curieux que plus d'un mois après le début de l'épidémie, on en est encore là. Parce que ça, c'était l'urgence de la première semaine. Je ne sais pas qui prend, à qui ça profite de voir que... Mais je sais que ça aurait été une urgence dès les premiers moments. Quand on parle d'une épidémie, on parle d'une urgence, de quelque chose qui est subite, qui est soudain. Ce n'est pas le moment de réfléchir, comme je dis, ou de réciter les lois, c'est le moment d'agir. Les actions ne sont pas posées, on bavarde beaucoup et on continue à bavarder, ce qui est inquiétant. La Commission nationale des droits de l'homme estime que les personnes qu'on doit libérer, c'est des gens qui ont quand même des domiciles. Et on connaît d'ailleurs le domicile qui, Maître le disait encore il y a quelques minutes, si quelqu'un, il lui reste par exemple 3 mois, pour sortir, on n'a plus besoin de le garder, on devrait le laisser pour décongestionner ces maisons d'arrêt. Oui, je crois que excusez-moi, la prison, c'est une correction. On appelle ça les milieux correctionnels. C'est-à-dire qu'on met des gens quelque part qui ont eu un écart de comportement pour essayer de les amener à réfléchir et de redresser leur comportement. Ce n'est pas un milieu pour tuer des gens. On ne tue pas les gens parce qu'ils ont commis des fautes, on les corrige. Et si c'est le cas, il y a beaucoup en prison en ce moment qui ne sont pas justifiés. Vous ne pouvez pas justifier comment on garde quelqu'un depuis 2 ans pour le juger.
Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune raison qui explique ça. Si vous ne l'avez pas encore jugé, il n'y a aucune raison qu'il soit en prison. Ça, c'est une moindre des choses. Vous prenez quelqu'un qui est prisonnier du droit commun, qui a purgé sa peine, il y a 6 mois, il y a une épidémie qui déclenche en prison. Vous le gardez, pourquoi? Dites-moi, il n'y a pas de raison de le garder. Les prisonniers, ce n'est pas des gens qui se volatilisent dans la nature, comme c'est quand même des êtres humains qu'on peut traquer dans la société. Comme on disait tantôt, ils ont des familles, ils ont des domiciles, c'est des gens qu'on peut encore traquer en attendant. Et tous les prisonniers n'ont pas les mêmes motifs d'incarcération. Donc on peut, parmi les prisonniers, voir ceux qui avaient des motifs d'ordre léger, pas criminel, et les libérer. Ne serait que provisoirement pour contrôler l'épidémie avant de prendre d'autres mesures après. Mais on a l'impression qu'on tourne, on parle. Aujourd'hui, la Commission des droits de l'homme qui parle. Moi, je me serais attendu à cette commission depuis le départ, que ce soit quelque chose qu'on crie, qu'on martèle pour que quelque chose soit fait. On est dans une situation où on parle beaucoup, on prend des mesures pour réprimer. J'entendais parler d'une sanction pour les masques et tout ça. Il est question de savoir qu'est-ce qui... Vous ne pouvez pas considérer que les gens n'ont que des obligations quand vous n'avez pas vos devoirs envers ces personnes. Vous pensez vraiment qu'en cas de crise comme celle-ci, les populations n'ont pas besoin d'assistance, ne serait-ce que pour l'approvisionnement en masques? C'est quelque chose qui aurait pu être distribué longtemps à l'avance. J'entends dire qu'il y a des fonds pour le Covid. Ces fonds servent à quoi? On parle beaucoup, mais les actions ne sont pas posées. Et ça, c'est inquiétant. Jusqu'ici, notre survie repose beaucoup sur la chance. Il faut le dire. Parce que quand on voit les mesures... Vous dites. Si, la chance, parce que si c'était vraiment à la vitesse et à la sévérité qu'on décrit, il y aurait eu beaucoup de problèmes. On parle là d'une prison aujourd'hui qui est surpeuplée, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas... On n'arrête pas l'épidémie par magie. On arrête l'épidémie en prenant des mesures. Et parmi les mesures d'hygiène et d'aération sont des mesures primordiales. D'accord. Alors, maître, les mesures ont été... il y a de nouvelles mesures, les 7 nouvelles mesures édictées par le Premier ministre. Et parmi ces mesures, la principale, c'est bien entendu le port obligatoire du masque. On le voit depuis hier, même s'il y a encore certains qui traînent encore le pas. Mais on comprend quand même qu'il faut se mettre ensemble pour combattre le virus qui cherche toujours à se positionner. Oui, avant de répondre à votre question, lorsque le docteur Tapa a parlé de la chance, je me suis dit que c'est à chacun sa culture. Mais moi, je pense que c'est la grâce de Dieu qui nous maintient, n'est-ce pas? Et ça, c'est... Les gens peuvent en rire, mais si Dieu n'était pas avec les Africains, je crois que nous serions tous morts. Et vous avez suivi le témoignage du gouverneur du littoral, M. Dubois, qui a dit que il a été atteint par ce Covid-19, mais que c'est le sang de Jésus qui l'a sauvé. Et ça, c'est très important. Je crois que comme a dit mon copanéliste, le docteur Tapa, nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Je crois qu'il est maintenant temps de faire l'économie de parole et de faire beaucoup d'actions, n'est-ce pas, en faveur de ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a tout de même des couches vulnérables de la population que nous avons citées tantôt et qui ont besoin d'aide. Les prisonniers, les handicapés, les vieillards, les orphelins, ainsi de suite. Cela ne manque pas. Bon, je crois donc que tout ce que nous disons sur les plateaux de télévision, que ce ne soit pas, n'est-ce pas, une prédication dans le désert, mais que les gens réfléchissent et réagissent et agissent, n'est-ce pas, pour essayer de barrer la voie au Covid-19 par les mesures simples, n'est-ce pas, d'hygiène qui sont édictées. Les 13 plus les 7 mesures, ça fait 20. Mais chacun doit se dire que ça ne
passe pas par moi. Donc, le masque, je vois encore des Camerounais s'asseoir, s'entasser, n'est-ce pas, la nuit, dans les coins de bar, parce que il n'y a personne qui vient les déloger, mais ils font ça eux-mêmes. Maintenant, il faut que les forces de l'ordre redoublent de vigilance, parce que j'ai l'impression que les Camerounais ont besoin de la chicotte. Il faudrait, parce que ça continue. On trouve encore, n'est-ce pas, sur les motos, 3 personnes, les taxis qui font les surcharges, ça ne devrait pas arriver. Nous devons porter les masques, nous devons, n'est-ce pas, respecter tout ce qui nous a été dit. Mais pour ceux qui sont chrétiens, justement, c'est le moment de serrer le rang avec leur foi chrétienne. Très bien. Parce qu'il faudrait vraiment que nous puissions lutter sur tous les fronts contre cet ennemi dévastateur et qui est invisible. Ok. Alors, nous allons prendre pour un dernier mot le professeur Philomène, qui est donc en Allemagne. Professeur, nous allons nous séparer dans un instant. Quelle est l'ultime, je vais dire, proposition à faire? Parce que nous sommes tous là contre cet ennemi invisible qui est donc le Covid-19. Aussi aux invités pour avoir donné certains éclairages sur éclaircissements sur le sujet d'aujourd'hui. Que dis-je? La première des choses que je peux dire, c'est comme en Allemagne aussi, il faut respecter les consignes qui sont données. L'OMS a donné des consignes, mais nous aussi, on doit, n'est-ce pas, prendre ça très très au sérieux. Ce n'est pas les blagues, c'est quelque chose de très sérieux. Chacun doit prendre ça vraiment comme si c'était lui qui devait tomber demain. Il ne faut pas voir comme on est en train d'enterrer les autres aujourd'hui. Si les mesures ne sont pas prises pour tout un chacun, chacun peut tomber d'un moment à l'autre et puis on n'en parlera plus. Donc, c'est respecter les consignes, porter les masques, laver les mains. Et une chose qui est sûre et que moi j'aimerais particulièrement recommander aussi aux compatriotes, c'est de pouvoir chercher les moyens aussi à booster leur système immunitaire. Parce que nous, on parle toujours de porter les masques. Mais est-ce qu'il y a à côté de porter les masques, comme les solutions, comme le traitement n'est pas encore possible, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir booster, préparer son corps pour pouvoir défendre, n'est-ce pas, en cas d'attaque? Il y a ça que l'on néglige et qu'on doit vraiment, pas des moyens que nous connaissons tous en Afrique, qui n'est pas négligé. Ça, on ne dit pas que ça soigne, mais au moins ça hausse un peu le système, ça augmente, n'est-ce pas, les capacités de notre corps à défendre tous les pathogènes. Voilà un peu ce que moi je dirais en complément à tout ce que aux recommandations qui sont dites déjà, et que la plupart des Camerounais, ce n'est pas les Camerounais seulement, partout dans le monde, il y a ceux qui ne respectent pas vraiment. Donc c'est ça, il faut parler, il faut appliquer des méthodes vraiment que tout le monde pour que tout le monde puisse respecter. Et si on revient aux prisonniers pour conclure, au niveau de la prison, comme on a dit, c'est la même chose. Il faut qu'on respecte, n'est-ce pas, que ce soit ceux qui entrent, que ceux qui sortent de la prison doivent être vraiment suivis, sinon que la chose va continuer à écraser et détruire la population. Et ça, c'est ce qu'il faudrait que nous, n'est-ce pas, nous on essaie en tant qu'homme de médias, médecins et tout, et toujours attirer l'attention de nos compatriotes pour cela. Et je voulais juste, pour en finir, vous dire merci de m'avoir contacté pour donner mon point de vue par rapport à cela, et déjà aussi pour corriger, dire que je ne suis pas médecin, je suis enseignant à la faculté de médecine, mais je ne suis pas médecin, je suis biologiste de formation, voilà, et donc c'est tout ce que je pouvais vous donner comme élément ce soir. Mais sinon, je fais aussi des directs pour expliquer et attirer l'attention de nos compatriotes pour les choses très importantes.
D'accord. Merci à vous, professeur. Vous êtes enseignant, vous l'avez rappelé d'ailleurs, on le sait, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'université de Cologne en Allemagne. Et vous êtes également spécialiste en cellules souches et initiateur de plusieurs agréments de coopération interuniversitaire à Tian. On a parlé de Tian également et aussi à Dakar. Merci, bonne soirée à vous et avec vous également sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin. Merci déjà d'être venu, Dr Tapa. Merci également à vous, Maître Bitton, d'être venu également commenter avec nous ce soir, parler de cette question du Covid et les prisons. Comment éviter la catastrophe? Vous avez également commenté à la maison. Madame, monsieur, merci. Au nom de toute l'équipe technique sous la diligence de Séverin Tchouban, je vous dis merci également d'avoir été nombreux. Merci à toute l'équipe. Bonsoir et à demain, 19h.